Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pour ceux qui s'intéressent à l'Afghanistan, on a toujours un peu l'impression n'être qu'une poignée, un peu les derniers doigts d'une seule main, parce que c'est tellement d'événements au Moyen-Orient et à travers le monde que finalement l'Afghanistan passe un petit peu après, malheureusement. Mais si on regarde les événements de l'Afghanistan sur ces 40 dernières années, il y a quelque chose qui me frappe d'emblée, c'est qu'en 1978, lorsqu'éclatent les premières rébellions, ce sont des paysans qui se révoltent et ça peut faire penser à ce que nous avons connu lors de la Révolution française, à des chouanneries. Ce sont des chouans, des paysans afghans qu'on peut assimiler à des chouans, qui se révoltent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les mesures que viennent de prendre le gouvernement communiste qui s'est emparé du pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Et donc, si on regarde maintenant aujourd'hui ce que ces simples révoltes de paysans, ces simples chouanneries, maintenant, l'ampleur qu'a pris le conflit au fur des années, au fur et à mesure que les années ont passé. Alors, de chouannerie, on est passé à l'Afghanistan comme épisode de la guerre froide, épisode majeur de la guerre froide, puisque le retrait soviétique du 15 janvier 1989 va précéder de 6 mois seulement la chute du mur, puis l'implosion du RSS, et on peut estimer, comme beaucoup de chercheurs et d'historiens, que le djihad afghan a été l'estocade finale du régime communiste, donc la fin du communisme. Et puis après, nous avons encore eu un Afghanistan qui toujours aussi, qui ne va pas manquer de nous étonner également, quand on voit d'où les événements sont partis, simple révolte de paysannes, encore une fois. Nous avons le 11 septembre, et nous avons ce djihad international, et ainsi de suite. Et on peut remarquer que, par exemple, tous les stratèges de la terreur, ceux qu'on peut connaître, les idéologues, comme évidemment Ben Laden est le plus connu, mais Zawahiri, et puis un autre grand idéologue dont on peut voir comment dire, dont le message est particulièrement passé lors des attentats de Paris, qui est à Souris, par exemple, et à Zarqawi aussi, qui est le fondateur un peu de l'État islamique. Tous, à un moment ou un autre de leur vie, sont passés par l'Afghanistan. Ils ne sont pas forcément, bien entendu, les uns avec les autres, mais peu importe, ils sont passés par l'Afghanistan. Et jusqu'à Mohamed Merah est passé également par l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan, finalement, a un destin qui lui a échappé. Le premier destin qu'elle avait, eh bien, il me semble très loin. Ceux qu'on appelait les combattants de la liberté, les Moudjahidines, finalement, leur image s'est ternie au fil des années, alors que leur révolution, leur révolte du départ était une révolution anti-impérialiste, elle était face à un envahisseur. Et finalement, aujourd'hui, l'Afghanistan est un peu regardé comme une bête curieuse à cause de tout ce qui est venu ensuite. Aujourd'hui, donc, l'Afghanistan est un peu dans une situation on ne peut plus dramatique. La guérilla des talibans progresse à peu près partout. On estime selon les sources officielles, à 40% du territoire qui serait contrôlé par les talibans, mais d'autres sources parlent de 60%, ce qui est énorme. Et s'ils n'ont pas la capacité de prendre des villes, ils ont la capacité, mais en tout cas de ne pas les tenir, ces villes. Ils ont pris Kunduz il y a quelques années, mais ils n'ont pas pu la garder. En tout cas, ils paralysent absolument tout le pays. Le pays est donc ankylosé et on ne lui voit pas beaucoup d'avenir. Et c'est justement pour nous parler de cet avenir de l'Afghanistan, mais aussi de la situation présente, que Jean-Pierre Racine va nous en parler, que je présente brièvement comme chercheur émérite, directeur de recherche émérite plutôt, au CNRS. J'ai écorché votre prénom, Jean-Luc, par exemple. Chercheur émérite au CNRS, et puis chercheur également à la fondation Asia Center, qui est spécialisée sur le sous-continent indien, la Chine, et qui touche évidemment les franges du sous-continent indien avec le Pakistan et l'Afghanistan.
Je vous donne la parole. Vous avez une bonne trentaine de minutes, peut-être un peu plus. Après, je vous poserai quelques questions et nous donnerons la parole à la salle. C'est un peu comme le veut la tradition. Voilà, la parole est à vous. Nous vous écoutons religieusement. Religieusement, c'est votre choix. Bien, merci de cette invitation. J'ai contribué sur ce dont je vais vous parler. C'est un des articles de ce numéro consacré pour l'essentiel à l'Afghanistan. Comme vous le savez, Moyen-Orient, c'est toujours un gros dossier et des variables. Donc là, je ne prétends pas évidemment couvrir tout ce qui est dans ce numéro, mais je me focaliserai essentiellement sur ce qui est aujourd'hui, et depuis un peu moins d'un an, la grande question afghane, celle des négociations engagées avec les talibans par des émissaires américains. Dit comme ça paraît simple, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et j'essaierai de structurer mon intervention autour de trois questions. La première, c'est pourquoi parler avec les talibans ? Pendant des années, on les a définis comme étant des groupes terroristes, et aujourd'hui, tout le monde les courtise ou va les voir dans le bureau politique qui a été ouvert en 2013 au Qatar. Parmi les derniers visiteurs, il y a eu le représentant des Nations Unies pour l'Afghanistan, il y a eu le représentant de l'Union européenne pour l'Afghanistan, il y a eu l'ambassadeur, pas l'ambassadeur, le représentant de l'Allemagne pour Afghanistan, Pakistan, et l'ambassadeur indonésien. Mais ça n'est qu'une toute petite fraction de ce qui se passe. Les interlocuteurs majeurs sont les Américains depuis 2018, mais évidemment, il y a une très longue histoire que je n'aurai pas le temps de vous raconter, mais pourquoi parler aux talibans ? C'est une question qu'on s'est posée depuis longtemps. En gros, quand Hamid Karzai a été mis en place après la chute des talibans consécutive aux événements du 11 septembre, Karzai a d'abord été le leader intérimaire, puis il y a eu des élections présidentielles en 2004. Il a été réélu pour un second mandat, et à la tête du pays lors de ce second mandat, donc en 2009, il a commencé à envoyer des signaux en mettant en place un Haut Conseil pour la paix en 2010, et puis à l'occasion en parlant de nos frères talibans, c'est-à-dire que l'image avait commencé à changer. Les horribles terroristes étaient devenus des enfants de la patrie, mais insurgés car portés par un certain nombre de mécontentements, de ressentiments, etc. L'histoire de toutes ces entrevues, de toutes ces rencontres est une longue histoire que je vais donc très rapidement effleurer. Mon second point, à partir du moment où on décide de parler aux talibans, et puis bien sûr il faut faire une distinction. Parler, c'est une chose. Les talibans sont venus en France par l'intermédiaire d'un think tank très officiel qui est la Fondation pour la recherche stratégique, et les entretiens ont eu lieu à Chantilly. C'était des entretiens. Il y en a eu en Allemagne, en Chine, au Japon, en Russie. Il y en a eu par la suite en Iran, et j'en passe. Parler, c'est une chose. Là, ce à quoi on assiste depuis octobre 2018, de la part des émissaires américains, ça n'est plus parler, c'est négocier. Donc, en fait, ma question, pourquoi parler aux talibans ?
doit être suivi par une autre question, pourquoi ou comment négocier avec les talibans? Le deuxième point, bien sûr, c'est qui parle aux talibans? D'un côté et de l'autre côté, qui parle pour les talibans? Ce qu'on appelle la Shura de Quetta. Quetta, c'est la capitale du Baloutchistan pakistanais, qui est supposée héberger depuis la chute des talibans à la fin de l'année 2001 la direction du mouvement. Ça bouge un peu entre Quetta et Karachi, très vraisemblablement. Elle est dans le sanctuaire pakistanais. Mais ce bureau du Qatar qui a été ouvert en 2013, c'est lui qui est en charge des contacts avec le monde extérieur et c'est lui qui est aujourd'hui en charge de la négociation. Donc j'essaierai très rapidement de faire un petit panorama aujourd'hui de qui parle aux talibans et d'en tirer des conséquences. Et puis mon troisième point, ce sera d'essayer de s'interroger sur les perspectives politiques qui peuvent sortir de ces négociations. Et je dis perspectives politiques plutôt que perspectives de paix. Parce que, évidemment, la justification des négociations, c'est de mettre en place un processus de paix, mais si le processus de paix consiste, c'est une pure hypothèse, personne n'en sait rien aujourd'hui, à mettre en place à Kaboul un régime qui serait dominé de nouveau par les talibans, fût-ce avec des accords avec d'autres forces, est-ce que ça suffirait pour ramener un pays marqué par, comme il vient d'être dit, 40 ans de guerre et de conflits divers vers la paix? Il y a un certain nombre de gens afghans, qu'inquiètent les négociations avec les talibans sur ce que ce serait le résultat de ces négociations. Ce sont eux en particulier, mais aussi le gouvernement afghan, qui ont défini des lignes rouges, la ligne rouge standard étant chacun souhaite la paix, mais pas une paix qui reviendrait à effacer les progrès qui ont pris corps après la chute de l'émirat islamique d'Afghanistan. En particulier pour le statut des femmes, mais pas seulement pour le statut des femmes. Donc c'est évidemment une question très, très compliquée. Pourquoi parler aux talibans ? C'est d'abord le résultat d'une impasse guerrière. Et donc, c'est là-dessus que je m'arrêterai pour commencer, une impasse guerrière et des divisions politiques. Impasse guerrière parce que, dans un contexte... Voilà, donc comme chacun le sait, et on n'a pas attendu l'administration américaine sous Obama qui a mis en lumière pendant quelques années le concept d'AFPAC, Afghanistan-Pakistan, pour souligner qu'on ne pouvait régler la question afghane sans donner un rôle aux Pakistanais, mais que les Pakistanais, d'une certaine façon, étaient à la fois une partie du problème et une partie de la solution. Donc, on a là des cartes classiques qui montrent entre autres les zones tribales pakistanaises sur la carte de gauche, South Waziristan, North Waziristan, etc., qui ont servi, elles aussi, de sanctuaire pour un certain nombre de groupes pakistanais, dont le fameux réseau Haqqani. Et à droite, vous avez donc en orange les zones Pashtun qui s'étendent donc à travers cette frontière que les Afghans n'ont jamais reconnue, qui est la ligne Durand qui a été définie en 1893
le XIXe siècle ayant été marqué par 3 guerres dites anglo-afghanes entre le British Raj qui dominait l'Inde, une Inde qui venait jusqu'à cette frontière, et l'Afghanistan. On a eu évidemment des tas de cartes qui montraient tout ce qui permettait aussi bien aux talibans de trouver des sanctuaires dans le pays voisin que pour les intervenants étrangers, les forces de l'OTAN et les forces américaines, la nécessité la plus simple qui était d'utiliser le port de Karachi, au sud de la carte donc, pour remonter par les 2 voies rouges, l'une allant vers Kandahar, l'autre vers la passe de Khyber en destination de Kaboul. Donc on a là un ensemble géographique et politique très complexe, mais qui est au cœur des problématiques d'aujourd'hui, puisque, comme chacun le sait, je suppose, dans cette salle, le mouvement des talibans a été fondé en 1994 et mis en forme, en quelque sorte, par le ministre de l'Intérieur de Benazir Bhutto, le général Babar, qui est lui-même un Pashtun, que j'avais vu dans son bureau de Peshawar, où au-dessus de la cheminée, c'était quand même assez significatif, il y avait une gravure montrant l'écrasement des troupes anglaises contraintes de fuir l'Afghanistan dans une de ces fameuses guerres anglo-afghanes. Donc, l'impasse guerrière, pourquoi? Parce que s'il a été facile de faire tomber les talibans après le 11 septembre par une coalition entre les forces étrangères et des forces afghanes, et en particulier l'Alliance du Nord, qu'avait dirigé, avant d'être assassiné quelques jours avant le 11 septembre, Ahmed Shah Massoud, forcé de constater, les années passant, et en dépit d'un accroissement notable des forces, et en particulier des forces américaines, que les résultats n'ont pas été là. Certes, et c'est important de le souligner, les talibans n'ont pas réussi à reprendre des villes alors qu'ils l'avaient fait très facilement entre 1994 et 1996. Et c'est finalement après avoir pris Kaboul qu'ils ont instauré l'émirat islamique d'Afghanistan. Là, l'histoire ne s'est pas répétée. Mais en même temps, les troupes étrangères, et au premier rang desquelles les troupes dominantes et de loin, c'est-à-dire les troupes américaines, ont connu un pic en 2011. C'était le surge d'Obama, mais où il y a eu à ce moment-là à peu près 120 000 troupes étrangères, dont 100 000 Américains. Mais ça a très vite décliné de nouveau, et dès 2012, si je ne me trompe, Obama a prévenu que l'essentiel des troupes étrangères se retirerait à la fin 2014. Et ça a été le cas. Et en quelque sorte, la courbe que l'on voit ici avec le nombre, à la fois le nombre de troupes et le nombre de troupes tuées au combat, on voit que le pic de 2011 s'est vite réduit. Et la chose étonnante, incompréhensible d'une certaine façon, c'est que la décision de retirer l'essentiel des troupes étrangères a coïncidé avec les élections présidentielles afghanes de 2014, c'est-à-dire que le nouveau président afghan, Ashraf Ghani, dont l'élection a été très contestée, et il a fallu finalement une médiation américaine pour que les 2 candidats arrivés en tête
Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah acceptent de faire ce qui s'est appelé un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement d'union nationale a pris ses fonctions en septembre 2014 et en décembre 2014, la coalition menée par l'OTAN et les États-Unis retire l'essentiel des troupes. Certes, entre-temps, ils avaient commencé à former et à pousser au développement des forces afghanes de sécurité, un concept qui inclut les militaires afghans et la police nationale afghane, dont le nombre a cru considérablement. C'est eux qui sont maintenant en première ligne, avec simplement des conseillers américains, et ça c'est sous la couverture de l'OTAN, il y en a à peu près 7500, et des gens beaucoup plus discrets, qui ne sont pas sous la couverture de l'OTAN, qui sont les forces spéciales, qui sont à peu près 7000, et qui ont, entre autres, contribué à chasser les talibans après qu'ils aient pris Kunduz, comme vous l'avez dit, en 2015. Mais ça fait maintenant plusieurs années que les généraux américains disent et répètent, avec plus ou moins de sens de la formule diplomatique, qu'il n'y aura pas de victoire militaire. Donc dans ces cas-là, que faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on abandonne, comme Trump semblait en avoir été tenté? Comme vous le savez, il a été élu sur un programme en disant on retire nos gens des conflits où on n'a rien à faire. Et qui plus est, quand on fait les comptes, depuis le début de l'intervention, c'est à peu près, alors le chiffre vaut ce qu'il vaut, il me paraît un peu grossi, mais enfin, plusieurs centaines de milliards, si ce n'est 1000 milliards de dollars, quand on ajoute le coût des forces militaires et les programmes destinés à ce qui a été présenté au départ comme la reconstruction de l'Afghanistan. Donc, aujourd'hui, pour l'essentiel, ce sont les forces afghanes qui paient le prix. En 2016, après, il n'y a plus de statistiques, ce qui est toujours un signe. En 2016, il y a eu à peu près 3200 militaires et policiers afghans qui ont été tués, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus en un an que la totalité des troupes étrangères tuées depuis 2001. Et Ashraf Ghani a lancé, alors je ne sais pas d'où il a sorti ça, en janvier dernier, le chiffre de 45 000 morts dans les troupes et la police nationale afghane depuis sa prise de pouvoir en septembre 2014. Il faut prendre ça avec énormément de pincettes parce que quelques mois plus tôt, son gouvernement laissait entendre que c'était peut-être 20 000, 25 000. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que cette guerre coûte cher à la fois pour ceux qui sont militairement engagés et coûte cher pour la population civile qui est à la fois victime des attentats ou des attaques des talibans et victime de la stratégie américano-afghane, puisque l'aviation afghane commence à se renforcer, victime des bombardements, dont chacun sait qu'un bombardement, c'est une cible plus des dommages collatéraux, comme on dit dans le jargon. Et parfois, ce sont des dommages collatéraux qui manquent totalement leur cible. Il y a des cas comme ça très connus où c'est un mariage s'est agité, on est content, on prend son flingue, on tire quelques coups de feu et on tire quelques coups de feu. Si vous permettez, l'hôpital MSF de Kunduz. Voilà. Donc, des dommages dits collatéraux, il y en a comme ça beaucoup. Donc, voilà. Les dépenses américaines, la guerre du trillion de dollars. Vous l'avez dit, ce qui est marquant, il y a eu un déclin taliban après leur défaite, mais en fin 2001, début 2002. Mais dès 2004 et à coup sûr 2006, ils reprennent du poids et peu à peu, ils vont reconquérir un certain nombre d'espaces
Et alors là, je vous donne quelques cartes. Ce qui compte, c'est la carte, mais c'est aussi la légende. Vous voyez, contrôle gouvernemental ou influence. Contrôle, district tenu par les insurgés ou sous l'influence des insurgés. Et puis, zone contestée. Moi, je veux bien, mais comment on sait si c'est le contrôle ou l'influence? Et quel est le degré d'influence? Autrement dit, on a des interprétations diverses. Vous l'avez dit, hein, ça peut osciller entre 40 ou 60% des territoires qui sont, disons, à minima sous l'influence des talibans. Ça veut dire quoi, sous l'influence des talibans? Ça peut vouloir dire qu'ils ont des forces conséquentes, mais ça peut aussi vouloir dire qu'ils ont instauré une manière de cogestion avec l'administration locale, cogestion des écoles, cogestion des hôpitaux, les shadow gouverneurs, les gouverneurs des districts non officiels, qui sont donc des gouverneurs de l'ombre talibans, peuvent avoir une certaine influence. Ça n'est pas comme ça à travers tout le pays, mais il y a un certain nombre de territoires où c'est bien difficile de dire oui, c'est plutôt un partage d'influence. Et donc, je passe sur tout ça. Là, c'est une comparaison qu'a présentée le New York Times en septembre de l'année dernière, en comparant ce qu'étaient les chiffres officiels et puis les chiffres d'analystes qui n'étaient pas des analystes officiels. Et donc, à gauche, les taches jaunes et brunes sont nettement plus étroites que celle de la carte de droite, qui est une carte non officielle, mais peut-être plus proche de la vérité. Et on a l'essentiel, on a un résumé comme ça. Combien de forces afghanes, combien de talibans, version du gouvernement américain à gauche, et le marron, c'est les talibans, le vert, c'est les forces afghanes. Donc on a une querelle de chiffres, si vous voulez, aussi bien sur la présence que sur les nombres, qui en soi est assez significatif. Et puis une raison supplémentaire de négocier, c'est l'émergence d'un autre acteur qui est l'organisation État islamique. Donc l'organisation État islamique a, depuis 2015, une branche régionale qui s'appelle ISIS, ISIS, c'est ou Daesh, pour faire bref. Daesh Khorasan. Khorasan, c'est le vieux nom historique d'une zone centrée sur l'Afghanistan, mais qui mord un peu sur l'Iran, qui mord un peu sur le sud de l'Asie centrale, et parfois qu'on fait mordre un peu, à tout le moins, vers les zones tribales pakistanaises. Donc là, on a une carte de 2017 qui montre que, évidemment, quand on la compare à la carte précédente avec la présence ou l'influence des talibans, on n'est pas du tout dans le même registre. Mais il y a des zones où leur présence est avérée, et en particulier le cercle de droite près des zones tribales. Il s'explique tout à fait simplement. Une bonne part des militants et des leaders de Daesh Khorasan, ce sont des anciens talibans pakistanais qui ont coupé les ponts avec leur organisation pakistanaise pour rejoindre, et les premiers chefs de Daesh Khorasan, ça a été des gens issus des talibans pakistanais. Mais il y a aussi des gens qui viennent d'Asie centrale, peut-être, mais ce n'est pas forcément très clair pour le moment, des gens qui reviennent de Syrie, mais il y en a à coup sûr, puisque dans certaines attaques contre Daesh menées par les forces afghanes, on a mentionné il n'y a pas très longtemps une poignée de Français et d'Algériens. Voilà, donc pas de solution, et les contacts qui ont été noués de multiples façons et au fil des années n'ont pas abouti à grand-chose. Ça n'a pas abouti à grand-chose. Il y a eu une réunion significative
qui a eu lieu au Pakistan, pas très loin d'Islamabad, dans une station de montagne, Murray, en juillet 2015, où là, pour la première fois, de façon officielle, les émissaires de Kaboul, c'est-à-dire des membres du Haut Conseil pour la paix, mis en place par Karzai, comme je le disais, en 2010, ont rencontré des émissaires talibans, à l'instigation évidemment des services secrets pakistanais, et, chose intéressante, avec des observateurs américains et chinois. C'était très prometteur. On a convenu de se retrouver quelques semaines plus tard, mais quelques jours plus tard, les services secrets afghans, le NDS, font fuiter l'information. Évidemment, le Mollah Omar, l'émir de l'Afghanistan au nom des talibans, n'était pas à Murray, mais puisqu'il y avait des émissaires talibans, on pouvait penser que le Mollah Omar avait donné sa bénédiction à cette rencontre. Sauf que les services afghans font savoir que le Mollah Omar, qu'on croyait vivant, était mort depuis 2013. Ça a jeté un froid, ça a semé le trouble dans les rangs talibans. Son numéro 2, qui en fait était derrière, évidemment, la rencontre au Pakistan, est devenu le numéro 1, le Mollah Mansour, mais il y a eu aussitôt des tensions au sein du mouvement. Et donc Mansour était a priori plutôt favorable à un dialogue, ou au moins à des rencontres, poussant vers un dialogue, mais face aux contestations auxquelles il a dû faire face, il a durci sa position, et il a été tué par un drone américain en 2016. Au Baloutchistan pakistanais, il venait tout juste de franchir la frontière iranienne, où il avait fait un voyage, comme il n'est pas le seul à le faire, vers Téhéran. Donc, l'affaire s'est arrêtée là. La deuxième rencontre prévue n'a pas eu lieu. Et le Haut Conseil pour la paix, qui était en principe chargé de faire avancer les choses, s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, si j'ose dire. Alors, ça, c'est le logo du Haut Conseil pour la paix. Donc, alors, le Coran, la carte de l'Afghanistan, etc. J'ai mis ça parce que ce qui est intéressant, c'est la légende en quelque sorte, qui est tirée donc d'une sourate, et qui nous dit les croyants ne sont qu'une seule fraternité, faisons donc la paix et la réconciliation entre nos deux groupes, entre tous nos frères. Donc le Haut Conseil pour la paix, qui est au départ un instrument du gouvernement, appelle bien sûr à la réconciliation, mais le fait dans un contexte qui, évidemment, s'inscrit dans une vision de la fraternité de l'islam. Donc, il a fallu reprendre les choses après l'échec de la première rencontre. Et cela s'est fait dans un contexte difficile parce que le gouvernement d'union nationale mis en place après les élections présidentielles de 2014, certains avaient dit dès le départ ça ne marchera pas. En fait, ça a marché plus ou moins puisque ça y est, le mandat est terminé aujourd'hui à l'heure à laquelle je vous parle. Donc ils ont tenu la durée de leur mandat, mais avec de multiples divisions au sein du gouvernement, entre les lignes Ghani, Ashraf Ghani et les lignes Abdullah, mais aussi en dehors de cela. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement
d'un côté très affaibli, mais qui ne s'effondre pas, si vous voulez. C'est ça le paradoxe. Il y a une combinaison de faiblesse et de résilience, à la fois sécuritaire et politique. Le problème, c'est que la résilience politique cache une faiblesse politique. Ashraf Rani, devant les initiatives américaines et autres dont je vais parler dans un instant, a décidé d'organiser en avril dernier une grande jirga, c'est-à-dire un grand conseil, c'est le nom des conseils traditionnels de la société afghane, un grand conseil consultatif pour la paix. 2 à 3 000 délégués pendant 3 jours. Qui boycotte? Le numéro 2 du régime, Abdullah Abdullah, et la plupart des candidats à l'élection présidentielle. En disant, cette histoire, c'est Ghani qui, en fait, mène sa campagne présidentielle. Nous, on ne va pas participer à ça. De toute façon, ça ne sert à rien. On a donc des divisions, comme on a une division aussi sur une question donc d'actualité, celle que je viens de vous dire. Le mandat du gouvernement se termine aujourd'hui. Et donc là, la question qui est posée et qui divise la classe politique, est-ce qu'on maintient le gouvernement jusqu'à la nouvelle date des élections en septembre, ou bien est-ce qu'on fait un gouvernement intérimaire? Et les opposants d'Ashraf Rani disent « Vous pouvez rester président intérimaire, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus candidat. Vous ne pouvez pas à la fois diriger le gouvernement intérimaire, ce que la Cour suprême vous a autorisé à faire, mais être en même temps candidat. » Pour le moment, on ne sait pas ce qui se passera, mais ce qu'on sait, c'est que la bonne dizaine de candidats à l'élection présidentielle sont, pour la plupart d'entre eux, tout à fait opposés à ce qui est prévu aujourd'hui. Alors, je vais aller très vite parce que je vois que je parle beaucoup trop longtemps, qui parle pour les talibans. Vous avez d'abord, et ça c'est très important de le noter, la tâche la plus difficile de l'analyste, c'est de savoir ce qui a changé chez les talibans. Il y a un discours qu'on a beaucoup entendu dans les années 2013, 14, 15, qu'on a entendu lors de la rencontre de Murray, où on a des textes, entre autres des textes du Mollah Mansour, donc qui était le numéro 1 des talibans, en disant oui, oui, bien sûr, on a fait des excès quand on était au pouvoir, on a tiré les leçons du passé. Si l'on revient aux affaires, les choses ne se présenteront pas comme elles étaient la fois d'avant. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut absolument abandonner l'idée, j'allais dire, des chouans, parce qu'il y a toujours des chouans. Les talibans subissent beaucoup de pertes, mais ils sont toujours là, donc il y a toujours des recrues. Mais en revanche, il y a une sophistication de l'information qui est inédite, qui est apparue avec leur résurgence en 2007, 2008, 2009. Les talibans ont des sites web en plusieurs langues, dont une en anglais. Je dirais leur politique de communication est plus affûtée que celle du gouvernement afghan. Tous les jours, il y a quelque chose sur le site. Ça peut être une dénonciation des marionnettes de Kaboul, qui est la définition qu'il donne du gouvernement afghan. Ça peut être la dénonciation d'une attaque qui a fait tant de victimes dans tel village, de tel district. Et puis, ça va être souvent bref, mais significatif, des commentaires sur ce qui se passe, y compris maintenant sur ce qui se passe dans ce grand remue-ménage de parler avec les talibans. Qui négocie? Je l'ai dit, c'est le bureau politique du Qatar. Mais alors, il y a plusieurs façons.
de négocier, comme on va le voir, enfin de négocier, de parler ou de négocier. Le gouvernement, lui, je l'ai dit, mais je le répète très, très brièvement, la carte à jouer au départ, c'était le Haut Conseil pour la paix. Il est clair que Ashraf Ghani, le président afghan aujourd'hui, n'a pas démantelé le Haut Conseil pour la paix, mais il passe un peu au second rang. Il a mis en avant un de ses proches, qui était un proche de Karzai, en tant que, en gros, conseiller spécial pour les affaires régionales pour un consensus pour la paix. Fermez les guillemets. Et puis, il y a la communauté internationale. Donc, depuis des années, il y a ce qu'on appelle le processus d'Istanbul, mais ce n'est pas uniquement une initiative turque, où c'est une espèce de forum international qui se réunit une fois par an avec un nombre notable de pays qui discutent de l'Afghanistan. Et tout ce monde a un slogan qui est celui du gouvernement afghan, mais celui de la communauté internationale. Le processus de paix doit être, je cite, conduit par les Afghans et mené par eux. Afghan-led, Afghan-owned. C'est beau comme l'antique. Le problème, c'est que c'est pas ce qui se passe. Le problème, c'est que l'essentiel des rencontres se fait en dehors du gouvernement afghan et qu'un nouveau grand jeu se met en place avec bien sûr les Russes, les Chinois, les Iraniens et avec des géométries variables. Les Américains parlent à tout le monde, sauf aux Iraniens. Les Iraniens, c'est un peu embêtant parce que l'Iran, c'est quand même un voisin de l'Afghanistan. Les Iraniens parlent aux Russes, aux Chinois, aux Indiens, aux Pakistanais, c'est un peu plus difficile, mais aux Pakistanais. Donc eux parlent à tout le monde, sauf aux Américains. Et au-delà de ça, les talibans, eux, comme je l'ai dit, ont parlé aux Français, aux Allemands, aux Japonais et à beaucoup d'autres mondes. Donc leur légitimité est tout à fait reconnue. Plus il y a de rencontres de ce type, indépendamment même des négociations proprement dites avec les Américains, plus évidemment leur légitimité est reconnue. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est fondamentalement deux types d'événements. Le premier, c'est donc à partir... il y a une première rencontre d'une haute fonctionnaire du département d'État qui se rend au Qatar en juillet 2018 et qui parle avec les talibans. Bon, c'est pas la première fois que les Américains rencontrent les talibans. Avant, c'était beaucoup plus discret. Et puis, en septembre, Trump donc nomme un ancien ambassadeur en Afghanistan, diplomate de haut rang, qui a été aussi à l'ONU, Zalmay Khalilzad, qui a l'avantage de parler à la fois pachto et dali, les deux langues nationales afghanes. Et Khalilzad va donc, lui, se lancer dans un cycle de négociation. D'octobre 2018 à début mai 2019, 6 rencontres ont eu lieu, 5 au Qatar, 1 aux Émirats arabes unis. Et là, on négocie. Et finalement, le tournant semble être pris en janvier et confirmé dans une rencontre ultérieure. On avance sur 2 dossiers. Le premier, on avance sur des principes. Le premier, c'est le principe du retrait des troupes américaines. Ça, c'est une condition sine qua non posée par les talibans pour pouvoir avancer. La question, évidemment, c'est le retrait, de quoi? Des 14 000 Américains, où on en laisse quelques-uns, les Américains quittent toutes leurs bases, ou en gardent une ou deux, c'est pas encore décidé.
Alors, au beau milieu de ces négociations, coup de théâtre, Trump, dans un de ses tweets légendaires, annonce tout à coup qu'il veut retirer 7 000 Américains sur 14 000. Bon, il ne s'est rien passé. Les généraux lui ont fait comprendre que ce n'était pas le moment de retirer. Mais évidemment, pour les talibans, c'était un signe plutôt encourageant. Si, avant même qu'on ait conclu une négociation, le président est prêt à retirer la moitié des troupes étrangères, enfin la moitié des troupes américaines, tout va bien. Mais en tout cas, ça fait partie de comment dirais-je, de ces comportements trumpiens. Donc, il ne faut pas négliger, mais il y a toujours des gens derrière qui essaient de recadrer un peu les choses. Donc, on a d'un côté les négociations entre les Américains et les talibans. Donc, le principe d'un retrait américain est acquis, mais sans qu'on en connaisse les modalités, le calendrier. En revanche, les talibans, eux, s'engagent, et c'est le deuxième point, à faire en sorte que là où ils seront dans l'avenir, c'est-à-dire soit dans la République islamique d'Afghanistan où ils accéderont au cercle du pouvoir, soit dans le sein de l'émirat islamique d'Afghanistan. À ce moment-là, c'est eux qui pilotent, et il y aura peut-être d'autres acteurs qui seront acceptés, mais en tout cas, les talibans prennent l'engagement de ne plus accueillir de groupes terroristes internationaux sur le territoire afghan. Donc ça, évidemment, c'est un écho de l'accueil qui avait été fait à Al-Qaïda du temps de Ben Laden. Et puis, il reste deux questions qui ne sont pas abordées pour le moment sur la table. Un, peut-on avoir un cessez-le-feu ? Quand les talibans vont-ils parler aux Afghans ? Aucune avancée sur ce. Il y a eu un cessez-le-feu de 3 jours lors des fêtes de l'Eid en juin 2018. Ashraf Ghani a reproposé le feu, les talibans n'ont rien voulu entendre. Il y a dû avoir en avril une réunion entre des émissaires de Kaboul, mais pas uniquement du gouvernement, mais de la société civile, des partis politiques et tout ça. Ça a été annulé. Les talibans ont dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous nous donnez une délégation de 250 personnes, mais ce n'est pas un mariage. » Ça a été leur commentaire. Et évidemment, Kaboul a, au contraire, mis le blâme sur les talibans pour faire capoter ce qui aurait été une rencontre. Les talibans ont dit aussi « Mais dans votre délégation, vous avez aussi des gens proches du pouvoir, on n'en veut pas. » Donc là, c'est bloqué. Les rencontres entre talibans et américains, c'est ça. Vous voyez au fond les Qataris, et il peut y avoir pour l'essentiel les Qataris qui sont les hôtes, les talibans à droite et la délégation américaine à gauche. Il y a une certaine solennité. On ne rencontre aucun document qui soit l'équivalent de ceci. Ça, c'est l'initiative russe qui, un mois après le lancement d'une négociation entre les Américains et les talibans, organise à Moscou une rencontre avec les talibans et une part de la communauté internationale, mais Ashraf Ghani n'envoie personne pour représenter le gouvernement afghan. Il y a quelques membres du Haut Conseil pour la paix, mais qui sont sans mandat. Là où c'est intéressant, par contraste avec la photo précédente, c'est que là, qui vous voyez au centre ? Lavrov. Là, il n'y a pas de problème. Le ministre des Affaires étrangères russe est sur la photo, encadré par les chefs de la délégation, dont à sa gauche, oui, tout en noir et barbe blanche, le leader de la délégation des talibans, Stanigzai, à ne pas confondre avec un autre Stanigzai qui est,
c'est un paradoxe, qui est le chef des services secrets afghans. Autrement dit, les deux opposants clés portent le même nom, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, comment dirais-je? Et puis vous voyez à gauche de Stanigzai, c'est Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc là, on est dans une photo de famille. C'est pas du tout la même chose que ça. Il n'y a pas de photo où on voit Khalilzad avec ses interlocuteurs. Et comme vous le voyez, l'ambiance est détendue. Vous avez les leaders talibans qui saluent la foule. Enfin, c'est pas la foule, mais ça, c'est Moscou. Donc, on voit bien que le grand jeu continue aussi. La question, c'est à quoi tout ça va-t-il nous mener? Je termine en 3 minutes, s'il se peut. Pour Ashraf Ghani, ça a été redit lors de la conférence sur l'Afghanistan de Genève à l'automne, en novembre 2018. La constitution afghane, on la garde, mais on peut l'amender. Les droits et les devoirs qui sont dans la Constitution ne peuvent être oubliés. Ça vaut pour toutes les avancées qui touchent, entre autres, sur les droits des femmes, mais sur tous les autres droits. Pas de lien entre les groupes armés et les réseaux terroristes. Donc ça, c'est une variante de ce qui est déjà acquis avec les Américains. Et puis, les forces de défense et de sécurité ne pourront travailler à l'avenir comme aujourd'hui que dans le respect du droit. Là, il y a un sous-entendu, me semble-t-il, c'est que s'il y avait un accord de paix et s'il y avait une réintégration des insurgés, comme ça se passe dans un certain nombre de pays où il y a des accords de paix, il ne faudrait pas que les ex-talibans combattants qui rejoindraient armée afghane ou milice se comportent n'importe comment. Mais ça, c'est la position du gouvernement afghan. La position américaine, en ce moment, c'est surtout de dire non, 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 pas du tout, on n'est pas en train de négocier pour pouvoir partir, on est en train de négocier pour trouver un accord politique et on demande aux talibans de parler avec le gouvernement afghan, car seul un dialogue inter-afghan pourra faire avancer les choses. En Afghanistan même, il y a un certain nombre de gens qui se réjouissent qu'il puisse y avoir un espoir d'avancer vers la paix, et il y en a beaucoup d'autres qui critiquent la position américaine, et voire même des députés qui soupçonnent, je cite, Khalilzad de vouloir devenir le vice-roi de l'Afghanistan, comme il y avait jadis des vice-rois de l'Empire des Indes. Bon, ça c'est poussé un peu loin, mais la vraie question, c'est que les Américains négocient en tenant informé Kaboul, mais ils négocient sans Kaboul à leur côté. Et donc, avant ou après chaque rencontre avec les talibans, Khalilzad fait une grande tournée diplomatique, il rencontre beaucoup de monde, il va au Pakistan, il est allé une fois en Inde, mais il rencontre les Chinois, il rencontre les Russes, donc tout le monde est au courant, mais il n'y a aucune déclaration officielle. Les comptes rendus des réunions de négociation, ce sont des tweets qui nous disent nous avons progressé, mais... et alors, bon, Khalilzad, c'est un vrai diplôme, et il a raison de le dire, il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord sur tous les points. C'est un bon résumé de la situation. Je termine. La question est double. C'est les talibans, eux, ils veulent quoi? Donc, on a des échos qui datent un petit peu, où ils paraissaient prêts à s'assouplir. À Moscou, Stanigzai, le chef de la délégation talibane, il a jeté un franc en disant que non, nous, notre objectif, c'est évidemment d'avoir un gouvernement régi par la charia. Cette constitution, il faudra la changer. Alors que beaucoup de talibans ou de proches des talibans pensaient que sur une constitution d'une république islamique, on allait pouvoir trouver des amendements. Donc il y a une incertitude. Sur les femmes,
il est dit que les droits des femmes seront respectés, je cite, dans le cadre de l'islam et des valeurs afghanes. Ça, c'est pas les talibans qui l'ont inventé. Mais précisément. Et donc là, on est à la question clé, c'est-à-dire que, je veux dire, il y a des, je généralise pas, hein, mais enfin, on n'a pas attendu les talibans pour qu'il y ait des chefs de famille dans des villages afghans, dans quelques villages afghans, de dire que leurs femmes n'iraient pas voter. Donc la vraie question qui se pose, c'est est-ce que le contexte socio-idéologique, il va permettre quoi? Quel type d'État? Parfois on dit ils regardent vers le Pakistan. Moi je ne crois pas. S'il y a un État qui ne serait plus la réplique complète de l'Émirat de 1996 à 2001, il me semble que le modèle voisin qui pourrait les servir le mieux, ce serait le modèle iranien, avec un double pouvoir. L'actuel chef des talibans, l'émir Akhundzada, est un type extrêmement discret, c'est pas un combattant, c'est lui qui présidait les tribunaux militaires sous le régime taliban. Mais c'est un idéologue pur et dur. Ça pourrait être l'équivalent du guide, sauf que le guide en Iran est beaucoup plus présent. Là, Akhundzada, c'est comme le Mollah Omar, on le voit très très peu. Bon, il fait passer des déclarations sur le site web et tout ça, mais et en revanche, que ce soit le leader de la délégation qu'on voit ici à l'écran ou le Mollah Baradar, cofondateur des talibans, numéro 2 à un moment, qui a été dans des prisons pakistanaises, arrêté à la fois par les services pakistanais et la CIA. Ironie du sort, à un moment où il semblait être un des leaders talibans qui favorisait un éventuel dialogue avec Kaboul, mais à ce moment-là, ça ne marchait pas très bien avec la ligne définie par le Pakistan. Le Mollah Baradar a été libéré et il a rejoint le Qatar, où c'est lui maintenant qui dirige le bureau politique, même s'il laisse les négociations à Stanexai, toujours ici. Donc, et je termine, en ayant été beaucoup trop long, mais vous m'en excuserez, et comme de toute façon je me perds dans mes feuilles, ça n'a pas d'importance. La vraie question, à mon sens, est de savoir vers quoi tout ça peut mener. Si on est optimiste, on se dit, en regardant les évolutions de la société civile afghane, où il y a vraiment beaucoup de mouvements, entre autres pour préserver les droits acquis par les femmes depuis la chute des talibans. Il est entendu que dans les négociations avec les talibans, il y aura des femmes. Il y avait des femmes, entre autres de l'opposition, qui étaient aux rencontres de Moscou. Donc ça, c'est une des questions où, au-delà des femmes et des organisations féministes, au sein de la multiplicité des partis représentés au Parlement afghan, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour des lignes rouges, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes lignes rouges. Et la question, c'est quel poids peuvent prendre ces mobilisations si, quoi qu'en dise Khalilzad, le représentant américain, il y avait un retrait américain avant d'avoir un accord politique, fût-ce un retrait partiel mais significatif. Et puis, s'il y a un accord politique, quelle en sera la nature? Qui sera le leader? Est-ce que ça serait des talibans qui rejoignent un nouveau gouvernement élu après les présidentielles? Ces présidentielles ont été reculées 2 fois, semble-t-il, sous pression américaine. L'idée des Américains, c'est on essaie de conclure un accord avant les présidentielles, donc on les a repoussées 1 fois et une 2e fois, donc normalement c'est septembre. Donc évidemment, ça, c'est une hypothèse que le rôle décisif de la société civile, c'est une hypothèse qui est peut-être un peu trop optimiste. La question, vous l'avez soulevé, c'est aussi le poids
des conservatismes sociaux dans le monde rural ou ailleurs. Et puis, il y a une question qu'il faut poser. On dit les talibans, mais est-ce qu'ils sont tous d'accord ? Quand le Mollah Omar a été effectivement mort officiellement, il y a eu des tensions très fortes. Beaucoup se sont opposés au Mollah Mansour. Il y a dans l'histoire du mouvement taliban des chefs du terrain, des chefs puissants, qui ont eu quelques ennuis qui leur ont coûté la vie, et pas forcément par les troupes américaines. Il y a une lecture, je ne suis pas assez expert pour en juger, qui dit mais sur le terrain, les talibans d'aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont peut-être plus durs que les anciens qui sont en train de commencer à négocier aujourd'hui, même s'ils négocient avec la plus extrême prudence. Et puis, il y a toujours une possibilité, pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec ce que serait un choix politique, si les négociations arrivaient à leur terme, et les négociations ne peuvent arriver à leur terme que si Kaboul est d'une façon ou d'une autre mis dans la boucle, et pour le moment, c'est toujours un refus des talibans, c'est que s'il y a des groupes ou des individus ou des chefs militaires de terrain qui s'y opposent, il y a une porte d'entrée toute ouverte, c'est de rallier Daesh Khorasan. Et ça, c'est ce que mettent en avant les Russes, les Chinois au premier chef, mais aussi les Iraniens et, de façon plus discrète, les Pakistanais, qui n'ont pas de problème avec les talibans, mais qui ont des problèmes avec Daesh, parce qu'évidemment, tout le monde peut le comprendre, les puissances proches ou lointaines peuvent s'accommoder, et je terminerai avec cela, peuvent s'accommoder de l'islamo-nationalisme des talibans, a fortiori si ceux-ci servent de rempart contre le califat universaliste de Daesh. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ces explications lumineuses sur les négociations en cours. Alors, vous avez posé la question, vous avez posé plusieurs questions. Évidemment, les réponses sont compliquées et difficiles. Les talibans ont-ils changé ? Mais les talibans aussi peuvent-ils changer ? Sur un point, par exemple, j'aimerais vous entendre sur l'asile donné à Al-Qaïda, par exemple. Point important, puisque c'est un des points fondamentaux des discussions de paix actuelles. Les talibans sont des Pashtuns, vous l'avez dit. Le code Pashtun, le Pashtun-Wali, est très précis sur ce point. Tout fugitif, quel qu'il soit, quels que soient les crimes qu'il ait pu commettre, quelle que soit sa race, sa religion, sa nationalité, ne saurait être expulsé. On ne peut lui enlever le droit de l'hospitalité. C'est fondamental. C'est d'ailleurs en vertu de ce droit que les talibans ont toujours refusé de remettre aux Américains Ben Laden, malgré leurs demandes et leurs menaces. Mais c'est aussi à l'inverse, c'est un épisode moins connu, qui a permis aux survivants d'un commando américain qui était venu tuer un chef taliban dans la province de Kunar. Et le commando a été entièrement décimé. Il restait un seul survivant. Il est entré dans un village pashtun. Il a demandé l'asile. Il avait beau faire partie des forces spéciales américaines. Il a obtenu l'asile. Et quand les talibans sont venus le chercher, eh bien, les villageois ont refusé de le donner. Ils ont même failli, ou sont peut-être même battus avec les talibans. Donc ce devoir ça s'appelle Nomasté, je crois, qui fait partie du Pashtun-Wali, est absolument une loi inaltérable. Est-ce que elle ne va pas s'appliquer, puisque bon, les talibans, vous les avez définis comme islamo-nationalistes, et le Pashtun-Wali, pour eux, est une valeur, je pense, essentielle. C'est le premier point. Deuxième point, est-ce que les talibans pakistanais, comment voient-ils ces négociations ? Parce que finalement, ils pèsent aussi sur la frontière. Et puis, derrière eux, Islamabad, comment voit-il également ces négociations ? Et puis, avant de vous donner la parole, un troisième point, le fait que, est-ce que toujours les talibans ont-ils changé ou pas ? Le fait qu'ils ne reconnaissent ni la Constitution, ni ne veulent entrer en négociation
avec le gouvernement de Kaboul, est-ce que ce n'est pas une indication comme quoi ils n'ont pas changé? Trois questions tout à fait pertinentes, dont les réponses ne sont pas d'un bloc. C'est pas pour vous surprendre, je suppose. Sur le code d'honneur, bon, il faut bien se rendre compte que l'asile, enfin, c'était plus que l'asile. L'hospitalité. L'hospitalité, mais au-delà même, offert à Ben Laden et aux gens d'Al-Qaïda, a coûté aux talibans leur régime. Donc, indépendamment des principes, sont-ils prêts à affaiblir leur position de nouveau? Pour un Al-Qaïda qui est aujourd'hui beaucoup plus faible qu'il n'était il y a 20 ans. Voilà. Finalement, Al-Zawahiri, numéro 2 de Ben Laden, puis numéro 1 après la mort de Ben Laden, qui crée un Al-Qaïda dans le sous-continent indien quelques mois après la proclamation du califat. C'était une façon de dire on est toujours là. Ils sont toujours là, mais ils sont toujours là sous des formes qui ont évolué. Alors on peut se poser la même question qu'on se posait pour Ben Laden. Hein. Al-Zawahiri, il est où? On ne sait pas où il est. Donc, bon, ça existe toujours. Mais il est clair qu'ils n'ont plus du tout le même poids. En revanche, les talibans, si on les met tous dans le même sac, disons, les leaders du mouvement taliban s'opposent clairement à Daesh. Alors, il y a des lettres qui ont circulé dont les sceptiques diront est-ce que ce sont des lettres authentiques? Je n'en sais rien. Qui, en gros, disaient au calife bon, écoutez, nous, on se bat pour l'islam chez nous depuis 20 ans et plus. En gros, on sait ce qu'on a à faire et les talibans n'étaient pas prêts à entrer sous la sphère d'un calife extérieur. Après tout, leur chef est défini comme étant l'émir des croyants. Donc, et ça change quand même les choses, parce que l'affaiblissement d'Al-Qaïda d'un côté, la menace qu'est pour eux Daesh, même si les forces aujourd'hui restent en faveur des talibans, mais enfin, là, il vient d'y avoir aujourd'hui une note qui est sortie des analyses américaines disant que les gens de Daesh étaient passés de l'année dernière à aujourd'hui, les estimations, de 1000 à 5000 sur le territoire afghan. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans leur souci de retrouver du pouvoir, et je suis prudent, je ne dis pas de revenir au pouvoir, mais de retrouver du pouvoir, il n'y a pas une marge de manœuvre. Après, il faudrait voir. S'ils reprenaient vraiment le pouvoir, est-ce que les choses seraient différentes? Mais en tout cas, il y a un discours qui fluctue selon les gens. Mais enfin, un qui m'avait marqué, c'était le porte-parole du mouvement taliban, qui avait repris cette célèbre formule américaine de la contre-insurrection. Le texto, c'était gagner les cœurs et les esprits, en rajoutant, une fois qu'on gagne les cœurs et les esprits, la moitié de la bataille est gagnée. Donc il y a quand même eu des évolutions. Un certain nombre d'anciens talibans, mais qui gardent des contacts et qui ont éventuellement des positions officielles dans le régime. Des observateurs qui les connaissent bien, qui donnent des infos sur ce qui se passe. Il y a, disons, l'interrogation reste. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. L'idéologie de Akhundzada,
on sait ce que c'est. Mais il y a peut-être une petite porte qui leur a permis de promettre, après les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme disait un ancien ministre français de l'Intérieur, de promettre de ne plus héberger de groupes internationaux. Le second point, sur le Pakistan. Bon, le Pakistan, évidemment, a joué depuis toujours la carte de taliban, entre autres pour avoir sur son flanc ouest un État qui puisse contrôler, le mot est fort, mais en tout cas, il puisse avoir une réelle influence, a fortiori pour essayer de contrecarrer toute influence indienne en Afghanistan. Et l'influence indienne en Afghanistan, elle existe. Les Indiens ont commis à peu près 2 à 3 milliards de dollars d'aide, et d'aide concrète. Le nouveau bâtiment du Parlement indien, du Parlement afghan, est construit par les Indiens. Et en gros, l'image des Indiens est bonne en Afghanistan. Des leaders afghans ont une maison à Delhi. L'Inde accueille chaque année quelques centaines ou un millier, soit d'officiers, soit d'étudiants ou d'élèves ingénieurs, etc. Et qui plus est, comme les Indiens ne peuvent pas traverser le Pakistan pour aller en Afghanistan, ils ont, avec les Iraniens, donc créé cette nouvelle route maritime et terrestre qui va de Bombay au port iranien de Chabahar, et de Chabahar qui remonte vers l'Afghanistan. Il y a un accord tripartite qui a été signé. Ça y est, les premières cargaisons, ça reste modeste comme trafic, mais les premières cargaisons ont eu lieu dans les deux sens. Donc la ligne du Pakistan aujourd'hui, bon, je me rappelle un propos que m'avait tenu un haut responsable de l'ASA et les services pakistanais, en disant non, nous, on a des contacts, on parle avec les talibans, mais on ne les contrôle pas. Texto. C'est pas l'avis de tout le monde, mais c'est vrai aussi que certains talibans trouvent que le poids des services pakistanais est parfois un peu pesant. Il y a eu des études sérieuses qui ont été faites là-dessus. Donc, en même temps, le Pakistan a un intérêt géopolitique à être bien avec le nouveau régime, quel qu'il soit, y compris, bien sûr, s'il inclut des talibans. Le Pakistan a à répondre aux invectives de Trump qui, le 1er janvier 2018, vers 5 heures du matin, a balancé 2 ou 3 tweets en disant « c'est pas possible, ces Pakistanais nous ont déjà pris 30 milliards de dollars, qu'est-ce qu'ils nous donnent, c'est une honte, c'est le double jeu, etc. » Aujourd'hui, Khalilzad envoie ses remerciements aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont contribué à organiser à faciliter, disons, certaines rencontres entre les talibans et les Américains. Mais donc, encore une fois, là, le facteur pakistanais reste essentiel. Vous me parliez des talibans pakistanais aussi, n'est-ce pas? Alors, les talibans pakistanais, oui, eux, ils sont en recul parce que, si vous voulez, dans le contexte pakistanais, il y a deux types de groupes islamistes combattants. Il y a les groupes djihadistes, pour l'essentiel punjabi, mais pas uniquement, qui sont tournés contre l'Inde. Donc ils opèrent au Cachemire ou ils conduisent des attentats en Inde. Eux sont pour l'essentiel protégés. Bon, ils peuvent être interdits, mais c'est pas gênant. Quand il y a vraiment un problème international ou quand on approche, comme c'est le cas d'une réunion de la Financial Action Task Force, qui est un organisme basé à Paris, international, et qui analyse les opérations permettant le financement du terrorisme. Le Pakistan est sur la liste grise.
il ne faut absolument pas qu'il soit sur la liste noire. Parce que vu la situation économique du pays, ils viennent de recevoir la promesse de 6 milliards de dollars des Saoudiens, de 6 milliards de dollars des Émiratis, et enfin d'un prêt du FMI. Donc là, tel leader va être en résidence surveillée pendant quelques mois. Bon, mais fondamentalement, ces groupes djihadistes, les Lashkar-e-Taiba, les Jaish-e-Mohammed, qui sont orientés contre l'Inde, ne s'en prennent pas au pouvoir d'État pakistanais. En revanche, les talibans pakistanais, qui sont nés dans les zones tribales où ont vécu les combattants d'Al-Qaïda, le groupe Haqqani et d'autres moudjahidines afghans qui ont quitté le pays pour s'y réfugier. Là, c'est autre chose, parce que les talibans pakistanais, eux, se sont rebellés contre le pouvoir d'État, en considérant que le pouvoir d'État pakistanais, en gros, ce sont des apostats et des hypocrites, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire la République islamique n'est pas vraiment islamique. Or, à la suite d'attentats qui ont marqué les esprits, et entre autres l'attaque du lycée militaire de Peshawar en décembre 2014 ou 2015. 143 enfants. Et quelques profs. Alors là, ça avait vraiment fait un choc. Et donc là, à partir de ce moment-là, l'armée pakistanaise, il y avait la carte de départ sur les zones tribales. En gros, les militaires avaient plus ou moins, entre guillemets, nettoyé les zones tribales, sauf le Nord-Waziristan. Parce que les talibans du Nord-Waziristan n'étaient pas forcément ceux qui se tournaient contre le pouvoir d'État, mais opéraient contre des cibles afghanes ou étrangères en Afghanistan. Et là, finalement, l'armée a préservé ces groupes qui ne se rebellent pas contre eux, contre le pouvoir d'Islamabad. Et donc, les talibans pakistanais sont dans une position aujourd'hui affaiblie. Et c'est cette répression qui explique qu'un certain nombre d'entre eux se sont ralliés à Daesh Khorasan et que l'un des noyaux durs de Daesh en Afghanistan, c'est la province de Nangarhar, qui est immédiatement voisine des zones tribales pakistanaises. Donc là aussi, c'est un paysage qui évolue. Il y avait une troisième question que j'ai oubliée. De toute façon, temps de donner la parole à la salle. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Je débute dans mes connaissances. Merci. Oui, je voudrais juste faire une remarque par rapport à Ben Laden et aux talibans. Je débute, donc mes connaissances sont modestes, mais il me semble, par rapport au Pashtunwali et à l'accueil qu'on réserve aux invités, que c'est Rabbani, qui était du Jamiat islamique, qui a fait envoyer un avion pour ramener Ben Laden en Afghanistan, et pas les talibans. Je trouve que c'est quand même important de le rappeler. Et que en 95 donc, et que en 97, Moula Omar, il voulait pas livrer ou tuer Ben Laden, mais il était quand même prêt à donner son adresse, et que c'est Clinton qui a choisi de pas agir à ce moment-là. C'est-à-dire, ma première remarque, c'est que il n'y a pas que les talibans qui sont islamistes en Afghanistan, donc, pour Rabbani et beaucoup d'autres. Après, l'histoire, Clinton a choisi de ne pas agir, je n'en sais rien. Ce qu'on sait, c'est que Ben Laden a été pourchassé par les forces spéciales américaines dans les montagnes de Tora Bora, mais a réussi à s'échapper. Cela dit, on ne voit pas très bien ce que serait le gain américain face à ça. Cela dit, on a vu sous Obama que l'élimination de Ben Laden ne lui a pas valu un sursaut politique extraordinaire. Ça a été présenté à son actif.
Non, mais au-delà de ça, je pense qu'au-delà de la personne de Ben Laden, ce qui est important, c'est de bien voir que, entre autres dans les zones tribales pakistanaises, il y a eu, pendant des années, donc un mélange de combattants d'Al-Qaïda venant de tous horizons, Moyen-Orient, Algérie, Tunisiens, etc., et que ça a contribué d'abord à la radicalisation locale, ça a donné naissance aux talibans pakistanais, mais tous ces réseaux ont fait que, au-delà de la personne de Ben Laden, emblématique, le cheikh, mais la patte, si j'ose dire, d'Al-Qaïda est allée bien au-delà de sa personne. Ça a touché les militants ouïghours qui étaient réfugiés dans les zones tribales et que les officiels pakistanais se sont fait un plaisir de remettre aux Chinois. Ça a touché les militants, les Ouzbeks. Une partie d'ailleurs des militants ouzbeks faisait partie de la force de protection du Mollah Omar. Donc, dire au-delà de la personne même de Ben Laden, ce qui est important, je crois, c'est cette percolation des idées qui s'est faite et qui s'est faite de façon très pas évidente. Quand on lit les commentaires, et c'est vrai pour Daesh aussi, hein, dans un des premiers numéros de Dabiq, la revue de Daesh, si je ne me trompe, on a la trace d'un voyage d'un émissaire d'origine, je ne sais plus s'il était jordanien, enfin bon, le cœur du Moyen-Orient, et qui passe par les zones tribales pakistanaises. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils se prétendent islamistes, ils ne connaissent pas l'islam, ils adorent les tombeaux des saints. Là, on a vraiment la césure culturelle entre un islam qui a pris une part de ses sources dans le sous-continent indien, où donc le soufisme et le culte des saints et tout ça, il y a des tas d'épisodes comme ça. Mais on voit bien que la radicalisation qui résulte en partie de la répression, mais aussi d'un endoctrinement face à tout ce qui peut apparaître comme étant des concessions du régime pakistanais, par exemple. Et ça a été le cas pour Musharraf, quand Musharraf a décidé de signer un cessez-le-feu avec les Indiens au Cachemire, ou quand il a dit, bien entendu, le Pakistan n'hébergera plus de terroristes sur son sol, ou quand il a écrasé ce qui était un peu le pôle des talibans à la mosquée rouge d'Islamabad en 2007, ça a été une rupture. Mais en même temps, ce même régime qui écrase des extrémistes qui voulaient commencer à faire la police du vice et de la vertu dans les rues d'Islamabad, bon, quand on découvre que Ben Laden est dans sa villa bunker à environ 1,5 km de la principale académie militaire pakistanaise à Abbottabad, on ne sait pas tout encore, pour me résumer. Et juste pour un point sur Rabbani. Non, c'est vrai que Rabbani était le président en titre, mais que je pense que ça s'est fait avec un accord américain qui voulait simplement éloigner Ben Laden du Soudan, et qui le pensait que dans les montagnes afghanes, il ne représentait aucun risque. Il était en quelque sorte, j'aime pas beaucoup le mot, mais il parle bien, cornérisé. Ce qui était de toute évidence une erreur tactique qui est devenue une erreur stratégique. Oui, bonsoir. Il y a un certain nombre de projets qui sont dans l'air. Il y a un projet gazoduc Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde. Il y a un certain nombre de projets miniers. Je crois qu'il y a des projets de mines de cuivre avec les Chinois en Afghanistan. À votre avis, est-ce que ces projets ont une chance de démarrer dans les conditions actuelles ?
Alors, bon, il est clair que tous ces projets souffrent de la sécurité, de l'insécurité du pays. Pour les mines chinoises, jusqu'à présent, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce sont parmi les mines de cuivre les plus riches du monde. À Enak, c'est pas très très loin de Kaboul. Et d'une certaine façon, les Chinois n'étaient pas mécontents parce que, faute de pouvoir exploiter leurs mines, ma foi, c'était les GI américains qui assuraient la protection de la région. Mais bon, maintenant, ils ont un problème parce que dans le site de la mine, on a découvert des sites archéologiques, donc ça complique un peu les choses. Mais là, tout le monde se positionne pour ce qui se passera si la paix revient. Parce que l'Afghanistan a des ressources minières énormes, et pas seulement du cuivre, les métaux stratégiques du numérique d'aujourd'hui, le lithium, etc., etc. Donc ça, c'est un facteur. Après, pour les connectivités, le gazoduc TAPI, donc Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, pour le moment, donc il a été relancé il y a 2 ans peut-être, avec une inauguration en bonne et due forme au Turkménistan. Ashraf Ghani était là-bas. Là, il se dirige vers Herat. Quand vous voyez la carte de droite, il est parti du Turkménistan et il va vers Herat. Il a encore beaucoup à faire. Alors, cela dit, les talibans ont promis qu'ils n'attaqueraient pas le gazoduc. Mais, bon. Passer dans une zone pachtoune. Oui. De toute façon, il passera dans une zone pachtoune. Après, il y a d'autres projets de connectivité. Donc, j'ai parlé de Chabahar, que vous voyez sur la carte. Gwadar, c'est un port pakistanais qui est tenu par les Chinois. Chabahar, c'est un port iranien qui est maintenant sous gestion indienne. Et on entend dire que les Chinois construiraient une base militaire entre Gwadar et Chabahar, côté pakistanais. Mais évidemment, Pékin dément. Il y a une autre route qui vient d'être ouverte, mais ça reste un peu symbolique, c'est ce qu'on appelle poétiquement la route du lapis-lazuli, qui part, puisqu'il y a plein de pierres, le lapis-lazuli, c'est quand même emblématique de la région, qui part du nord de l'Afghanistan pour relier par l'Asie centrale, traverser la Caspienne, le Caucase ou une branche plus au sud par la Turquie pour rallier l'Europe. Les premiers, c'est par la route. Les premiers camions sont partis il y a quelques semaines. Enfin, ça reste pour le moment symbolique. Mais c'est important de le noter, et votre question est tout à fait pertinente. C'est-à-dire, il se passe quand même des choses, même si évidemment rien ne pourra véritablement se concrétiser tant que la situation sécuritaire sera ce qu'elle est. Mais il y a de multiples jalons. Les Chinois envisagent une branche des routes de la soie vers l'Afghanistan, mais pour le moment, ça passe par l'Asie centrale, il y a une voie ferrée, elle existe jusqu'à la frontière, mais il ne se passe plus rien depuis 1 an ou un peu plus. Donc on a un peu l'impression que tout le monde attend. Les projets sont sur la table, certains ont commencé à se mettre en œuvre très modestement, mais on a l'impression que tout le monde attend pour pouvoir être présent le jour où la situation changera. Oui. Quelle est la politique de l'Iran ? Alors, l'Iran, il y a la politique officielle et les accusations portées contre l'Iran. Ça ne sera pas pour vous surprendre. La politique iranienne, alors il faut se rappeler qu'il y a des contentieux. Et puis il y a quand même cette concomitance. 1979, le renversement du Shah, l'ayatollah Khomeini arrive aux affaires, et quelques mois plus tard, c'est l'entrée des soviétiques en Afghanistan. C'est l'année 1979.
l'année 1979, c'est aussi l'attaque d'islamistes contre la grande mosquée de la Mecque. Je peux ajouter une autre concomitance? Bien sûr. C'est le retrait soviétique du 15 février 1989 qui est passé totalement inaperçu, enfin en grande partie inaperçu, alors que c'était un événement majeur quand même. C'était le résultat de 10 années de guerre et ça allait provoquer l'effondrement de l'Union soviétique. Et la veille, donc nous sommes le 14 février 1989, c'est la fatwa de l'Iran, enfin de Khomeini, contre Salman Rushdie, dont on pense aujourd'hui qu'elle a été faite intentionnellement pour attirer l'attention du monde entier sur cette fatwa et qu'on ne s'intéresse plus à cette grande victoire sunnite qu'a été le retrait soviétique de l'Afghanistan. Donc là, le sunnite et chiite, il ne faut pas être trop mécaniste dans l'opposition sunnite et chiite, comme aussi bien quand on analyse le Moyen-Orient que les marges qui nous intéressent aujourd'hui par rapport au Moyen-Orient. Mais ce qui est significatif dans l'évolution de la posture iranienne, c'est que après 1979, l'Iran était déjà en compétition avec l'Arabie saoudite pour diffuser de l'argent et favoriser des écoles religieuses, donc au Pakistan et éventuellement en Afghanistan, mais surtout au Pakistan. Mais ce qui a marqué, ça a été l'attaque contre les diplomates iraniens de Mazar-i Sharif, où il y a eu 6 plus 1. 6 diplomates iraniens qui ont été tués, c'était, je ne sais plus quand. C'était l'année de 2000. Donc, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce scénario. Aujourd'hui, des sources afghanes et des sources américaines accusent l'Iran et les Russes de fournir des armes légères aux talibans. Pourquoi? Pour lutter contre Daesh, ce qui est tout à fait possible. Alors évidemment, Moscou et Téhéran nient totalement. En revanche, on a des positions très officielles. L'une de Zarif, qu'on avait vue sur la photo tout à l'heure lors de la conférence de novembre à Moscou. Les talibans ont fait plusieurs voyages à Téhéran. La ligne définie par Zarif, mais vous savez que Zarif a finalement démissionné et que le président Rouhani l'a rattrapé par le col. Mais ça, c'est les luttes internes entre les diverses écoles de pensée iraniennes avec les partisans du grand ayatollah qui sont sur des lignes plus dures que Rouhani. Mais Zarif, il n'y a pas très longtemps, a dit explicitement il faut trouver la paix en Afghanistan. Il est logique que les talibans fassent partie du système, puisqu'ils représentent une vraie force. Et le fait qu'ils représentent une vraie force et qu'ils sont des fils du sol, d'une certaine façon, Karzai l'avait dit depuis longtemps. Mais il a pris garde d'ajouter, mais il ne faut pas qu'ils soient en position dominante. Donc ça, c'est un peu ce qui synthétise la position afghane aujourd'hui, la position iranienne aujourd'hui, mais le régime iranien est en position difficile, a fortiori avec les sanctions. Et puis en même temps, il faut voir que dans la perspective iranienne, l'Afghanistan, c'est plus d'1 million de réfugiés, 1 million et demi de réfugiés, certains sous les soviétiques, d'autres après qui ont fui les talibans. Une partie de ces Afghans établis en Afghanistan n'ont pas droit, enfin ils n'ont pas droit à la citoyenneté afghane, je vais y arriver, à la citoyenneté iranienne, sauf peut-être ceux qui s'engagent dans les milices qui se sont battus dans la guerre Iran-Irak et qui ensuite se sont battus en Syrie. La brigade des Fatimides, les Fatemiyoun,
qui est une organisation interdite en Afghanistan. Et puis, il y a bien sûr la question de la drogue. Donc, les Iraniens ont perdu beaucoup de forces de sécurité dans la lutte contre la drogue. Bon, l'Afghanistan reste toujours de très très loin le premier producteur d'opium au monde, et la production ne fait qu'augmenter ces dernières années, alors qu'elle avait baissé une année sous les talibans, mais les mauvais esprits disent qu'elle avait baissé parce qu'il fallait faire remonter les prix et que ça a remonté l'année suivante. Mais ça, ce sont vraiment les mauvais esprits. Mais en tout cas, le dialogue entre Iraniens et talibans est sur une base régulière. Dans la suite, l'Iran n'a pas de position particulière vis-à-vis des Hazaras qui sont chiites. Comment il se situe par rapport à ça? Oui, si, je veux dire, une bonne partie quand même des réfugiés afghans qui ont choisi l'Iran sont des Hazaras. Qui sont chiites. Donc, ils ne sont pas mieux traités que les autres. Mais c'est une partie d'entre eux qu'on va retrouver dans la brigade des Fatimides, quand même. Hein. Mais ils sont évidemment sensibles. Bon, les Hazaras sont une minorité, mais après, il y a deux choses. Il y a les chiites et il y a la culture iranienne. Il faut quand même voir que, je veux dire, le dari, qui est une des deux langues officielles afghanes, le dari, c'est la version locale du persan. Et quand on est à Herat, dans une autre présentation, j'avais la photo du fort de Bam qui a été détruit en Iran en 2013 et la photo du fort d'Herat. C'est quasiment pareil. Hein. Donc la culture persane touche aussi des sunnites. Et pour beaucoup, bon, il fut un temps au XIXe siècle où l'émir d'Afghanistan étendait son pouvoir au-delà de la frontière actuelle iranienne et touchait au nord de l'Iran d'aujourd'hui. Donc, les Iraniens ont un mauvais souvenir. Oui, je suppose. Et en tout cas, la question des Hazaras est là, mais j'allais dire, l'habileté diplomatique iranienne, c'est de ne pas focaliser la question sur « il y a une minorité chiite, nous en sommes les protecteurs ». Ils peuvent le penser, mais leur jeu est beaucoup plus subtil. C'est une dernière question, puis après... Quel est le véritable intérêt des Américains, outre le fait que c'est à côté de l'Iran? Oui, alors c'est quand même important. C'est-à-dire que, et pour l'Iran, ça peut être aussi ceux qui pensent que l'Iran aide effectivement les talibans, même si le point d'interrogation reste posé et s'il y a le déni iranien, il est sûr que avoir une présence qui dure maintenant depuis fin 2001, donc ça fait presque 20 ans, de forces américaines, la question c'est pas combien ils sont. La question c'est est-ce que l'accord avec les talibans permettra de garder, disons, 2 bases américaines. Bagram au nord et une autre au sud. Donc cette question-là se pose. Excusez-moi, Oui. Est-ce que la présence du Pakistan comme pays nucléaire ne justifie pas aussi les bases américaines? Bon, les Américains n'ont pas besoin de base en Afghanistan puisqu'ils sont en contact permanent avec le système nucléaire pakistanais dont ils ont contribué à définir les mesures de sécurité. Mais la crainte
Ah, alors après, il y a le discours habituel, que se passerait-il si les milices islamistes mettaient la main sur le nucléaire pakistanais ou, en version amoindrie, mettaient la main sur du plutonium et faisaient des bombes sales. Il semble, d'après de multiples rapports officiels ou non officiels, que tout le monde veille là-dessus, et tout le monde, je dis à la fois les Pakistanais et les Américains, comme le lait sur le feu. Mais, et c'est là où on a la question, qu'est-ce qui survivra à Trump? Alors, a fortiori, si Trump est réélu en 2020. Mais il fut un temps où vous aviez donc 30 000, 50 000, 80 000, 100 000 Américains en Afghanistan. Vous aviez des positions américaines en Asie centrale. L'Ouzbékistan est fermé, il reste une présence américaine au Kyrgyzstan. Et puis évidemment, il y avait la présence américaine au Moyen-Orient. Donc il y avait un encerclement. Moi, pour répondre à votre question, indépendamment donc, de ce grand jeu, je crois qu'il y a un débat, comme toujours, et a fortiori, bon, il y a toujours des débats, où que ce soit, mais a fortiori sous l'administration Trump, où il peut y avoir d'un côté l'école de pensée que le président incarne, et avec lui donc la poignée d'idéologues ultra-conservateurs en disant mais pourquoi on irait dépenser de l'argent encore une fois, on en a déjà assez donné, ça nous rapporte quoi, et puis les réalistes entre guillemets qui peuvent être au Pentagone et au département d'État qui considèrent que ça pourrait être une erreur de quitter totalement le pays, enfin totalement. Il est prévu de toute façon qu'un retrait total, ça voudrait dire qu'il reste 1000 Américains à l'ambassade à Islamabad. Ce qui fait beaucoup pour assurer la sécurité de l'ambassade. Mais... à Kaboul, pardon. Mais et ça, c'est un débat général sur la pertinence de la volonté de repli de l'administration, pas de l'administration, de la présidence Trump, qui est vue comme étant une vision de court terme par beaucoup de stratèges, que ce soit des stratèges militaires ou des stratèges diplomates, en considérant que dans une région qui est quand même agitée, avec une Asie centrale qui reste sous contrôle des héritiers, enfin de filières de dictateurs, avec un Pakistan nucléarisé, avec l'Iran voisin, je pense que les richesses minières de l'Afghanistan, c'est pas le motif premier. Le motif majeur qui peut se satisfaire d'un retrait notable des troupes américaines, c'est de maintenir une présence géopolitique et un point d'observation privilégié dans une région extrêmement sensible. Merci beaucoup Jean-Luc Racine. Je voudrais juste rappeler... Le prochain numéro de la revue, de l'excellente revue Hérodote, que vous avez piloté et qui est consacré à l'Inde, qui sort dans, je sais pas, dans 2-3 semaines peut-être. Oui. Voilà. Merci beaucoup.